à la création. C'est la notion de création Voilà. qui est peut-être Voilà. la chose essentielle, Voilà. c'est clé. Voilà. Dans le credo du créateur, d'ailleurs, Voilà. on le voit même, Mais bien sûr. même Bien sûr. s'il a, Allez. voilà. Voilà. expurgé des choses, il y a quand même des éléments qui permettent de voir. Voilà. Comment. Allez, on passe à la Et, suivante. et à la germination, c'est-à-dire des œuvres, Voilà. Mais voilà. des Voilà. plantes, Bon. c'est Ridicule, quelque quoi. chose Bon. d'assez exceptionnel. Bon. Alors, donc, il est musicien Je sais pas, je pose la également. question, Il est une est-ce qu'il famille de était- musiciens. était Il a raciste, voulu mais être bien sûr. musicien, c'est lui qui est resté. Parce que pour Et que que le peut-être fils il cette enlève idée tout de ça, créativité est particulièrement musicale. Oui, oui, Enfin, oui, ça veut oui, dire, mais- maintenant, mais oui. moi, je veux comprendre pourquoi le Bon, donc là, ça c'est ça la vie. Voilà. Donc là, on est tout à fait ailleurs, on est chez Picasso. Hein. Bon, on est chez Picasso, et je m'étais servi de cela pour essayer de poser la question, qu'est-ce qui, dans un mouvement qui se pose la question de l'union, d'abord d'une nouvelle figuration qui mêlerait l'écriture au monde visuel. Qu'est-ce qui va distinguer, qu'est-ce qui va faire l'originalité de Paul Klee là-dedans? Bon, et donc là-dedans, sans sauver, j'ai rapidement pris, que sais-je, je crois que c'est bon là, il y a une guitare hein, là-dedans, Oui, chez oui. Picasso, et donc voilà un morceau de journal, voilà des très très, mais ici des formes de guitare, il y a quand même quoi, voilà. Bon, c'était plutôt pour rappel, n'est-ce pas? Parce que, voilà, c'était juste pour rappel. On peut Alors avancer. justement, une question s'il vous plaît, Oui, parce que oui. c'est ce qui m'a gêné moi dans la... Je suis allé voir l'exposition qu'il y a au Grand Palais de ce peintre d'origine portugaise, je ne sais plus son nom, qui est plus ou moins, qui est de la même époque. Vous voyez ce qu'il y a en ce moment au Grand Oui, Palais? Amédéo. Voilà. Garo. Et ça, il y a toute une partie de la présentation qui m'a gêné parce qu'on retrouve beaucoup de tableaux où effectivement on joue avec la guitare, avec le violon. Voilà. Et donc, parce que j'en avais déjà vu, puisque j'ai vu l'exposition Braque et compagnie, donc qu'est-ce qui se passe à l'époque avec cette histoire de guitare que l'on reproduit ça fait partie du trajet du peintre, quoi. Voilà. Eh bien, tout simplement ceci, c'est que c'est une période qui reste animée de la réflexion sur l'unité des arts. Cette unité des arts, alors vers la fin du 19e siècle, c'est tout à fait manifeste dans le mouvement symboliste, et au-delà du mouvement symboliste, avec Mallarmé par exemple, mais on monte un tout petit peu plus haut jusqu'à Baudelaire, n'est-ce pas? Où la nature est un temple, où, etc. On s'y promène comme dans une forêt de symboles, où les sons, les parfums, les couleurs se répondent, etc. Hein, donc, ça fait tout ça a fait son chemin. Et Baudelaire, au moment où il fait ce poème sur les correspondances, il a déjà été fortement secoué par les opéras de Wagner, hein, bon, qui sont la recherche de l'œuvre d'art totale. Bon, donc tout ça continue jusqu'à la fin du siècle. Et Kandinsky, par exemple, c'est sa grande préoccupation, comment faire que la peinture soit musique, que la musique soit peinture, et on réunit ça, par exemple, dans des grandes, créations scéniques, où on va tâcher de réunir lumière, couleur, danse, poésie, etc. Bon. Et donc, chez les cubistes, ça prend également cette forme. Alors, eux, ils prennent cela, et on voit bien que au moins, de la musique, il reste ça. Hein, au moins la forme de la guitare. Hein, voilà. Parce que du coup, je n'ai pas profité de l'exposition. Oui, C'est bon, c'est ça. Bon. Et si l'on remonte un peu plus haut, bien sûr, on sait que c'est un des points essentiels de l'art romantique à l'époque du romantisme allemand. D'accord. Que tous les arts puissent converger. Sous quel est leur trait d'union, qu'est-ce qui va les réunir? C'est la poésie.
hein, une poésie. Une poésie qui, par exemple, peut être explicite ou implicite. Hein, mais il faut que le monde entier, pardon, pas seulement l'art, que le monde entier aille vers la poésie. Bon, les mathématiques, comme dit Novalis, bon, c'est, comment dire, c'est le sommet de la poésie, par exemple. Ok, merci. Et donc voilà, alors voilà une des œuvres sur lesquelles je me suis... Mais ça, c'est Klee. Ça, oui, là on est de retour chez Klee. Donc il n'en restait qu'une. J'avais essayé d'en réunir quelques-unes, mais j'ai l'impression que toutes celles que j'avais récupérées sur Internet, elles n'ont pas résisté. Je ne sais pas pourquoi. Hop, elles sont surpassées. Ça devient impossible hein, aujourd'hui d'en garder. J'avais pris des Rowan Gris, 2 ou 3 choses. Bon, alors donc tout ceci, retour à Paul Klee, parce que Paul Klee, de cette démarche des cubistes, lui, il se distingue. Hein, parce que les cubistes, vous avez remarqué, quand ils prennent des lettres, mais ça, vous aurez 4 ou 10 ou 15 tableaux de Braque, de Juan Gris ou de Picasso, jamais vous aurez des inscriptions faites par eux-mêmes. Or, Klee, lui, il veut inventer sa propre calligraphie. Hein, je ne retrouve pas la lettre de mes... parce que j'ai pas le temps. RS, René Scherer, c'est un hommage à René Scherer. RS. Mais oui, c'est vrai. Mais pardon, il a raison. Il a raison. On retrouve bien tes initiales. Mais quand je l'avais fait, je n'avais pas pensé en parlant dans mon séminaire. Et donc, le titre que Klee avait donné à ce tableau, c'était, alors, ça s'appelait Das Vokaltuch der Kammersängerin Rosa Silber. Bon. C'est-à-dire le tissu ou la toile ou le voile vocal, hein, le tissu, le tissu c'est peut-être ce qui est le plus général, le tissu, parce que dans tissu il y a peut-être tessiture aussi, donc c'est peut-être le plus pratique, le tissu vocal de la cantatrice de chambre Rosa Silber, bon, dont il ne garde donc que les initiales. Voilà. Bon. De cette cantatrice, d'ailleurs, il n'a jamais parlé. Voilà, bon, ça reste parmi les. Je ne dis pas que le fils a censuré, mais même Paul Klee n'en parle pas. Bon, bref. Et c'est donc. Voilà, bon. C'était sa maîtresse, c'est le coup du Je ne crois pas, honnêtement, je ne crois pas. Voilà. Donc elle s'appelle Rosa Silber. Voilà. Rosa Silber. D'ailleurs, alors regardez, si l'on regarde les évocations, n'est-ce pas, de ces lettres. Le R qui peut encore ressembler un peu à, disons, à une lettre d'imprimerie. Bon, nous avons bien le rose. Hein. Je ne garantis pas l'authenticité des couleurs de cette... Bien, si on passe là, je pense la suivante. Voilà, je pense que celle-là est... Ah, mais oui, celle-là, on peut l'agrandir. Je ne la gardais pas parce que elle était dans un format trop petit et pas utilisable. Mais si on peut agrandir, c'est tout à fait différent. Bon, parce que je pense qu'elle est plus conforme à l'original que je n'ai bon. Voilà. Et donc, oui, à mon avis, c'est plus conforme à la réalité. Et donc, bah oui, le rose, il y a bien sûr. Hein. Donc, Rosa, elle est rose. Et l'argent, nous l'avons aussi, le Silber, n'est-ce pas, là-dedans. Hein. On a le rose et l'argent. Bon. On a là-dedans, donc, on a de la musique, forcément, il y a des signes musicaux là-dedans. Le S, tiens, ce S, cette forme du S, comme là, quand même, regardez, je veux dire, d'abord, il y a la symétrie, n'est-ce pas, des deux courbes, la manière dont comment dire, les extrémités du S sont marquées rondes,
Elles me font penser, moi, aux ouïes, vous savez, des instruments à cordes, hein, du violon, du violoncelle. Donc, La guitare, on suppose les guitares. de la guitare aussi, d'ailleurs. Je suis sûr qu'il a couché avec. Quoi? Parce que la bite est du S. Et donc, on a toujours un peu ce quadrillage, vous vous souvenez, on a encore ce quadrillage des premières aquarelles, n'est-ce pas, alors qu'on est 10 ans plus tard, on est en 1924. Donc on a encore ce quadrillage très libre, et puis là-dessus, eh bien, il se greffe des quantités de phénomènes, n'est-ce pas, on met une petite grille dessus, ou alors on y sème ces petites semences. Bon. Mais il y a le fond aussi. Il y a le fond dont il faut parler, parce que c'est frappant. Il y a eu un support en carton qu'on devine encore, et là-dessus a été collé un tissu. Donc il y a vraiment un tissu, il y a vraiment un tissu, et ce tissu, c'est de la gaze, c'est-à-dire avec une trame quand même assez lâche et assez large. Bon, ce qui peut se deviner, d'ailleurs. Bon, donc de la gaze là-dessus. Et sur cette gaze, allez, une fois que la colle est sèche, on y met encore du plâtre. Ou d'abord du plâtre et la colle après, enfin bref. Donc il se passe là des quantités de strates, pas, qui mettent du temps, des semaines. Clé avait l'habitude d'ailleurs de faire ça. Il travaille sur 4 ou 5 toiles en même temps, et puis il passe de l'une à l'autre dans son atelier. Il se promène, il ajoute une touche par-ci, par-là, il ajoute, il enlève. Donc il y a un travail d'artisan énorme, avec une variété de pratiques, de matériaux absolument insensés. Bon. Et puis là-dessus viennent donc, puisqu'effectivement, tissu vocal, pourquoi tissu vocal? A, E, I, O, U. C'est oui. Bien oui, tu parlais de Rimbaud tout à l'heure, pas l'adorable. Tu parlais de Rimbaud, donc on y est aussi là. On y est aussi. Et donc, et avec, ben oui, tout cela à diverses hauteurs aussi, n'est-ce pas, le A. Sauf que chez Rimbaud, le A est noir, n'est-ce pas? Le A est noir. Le I est... A noir, E blanc, il fait le contraire, mais peu importe. Bon, I rouge, n'est-ce pas? U est vert, par exemple. U est vert, c'est pas la couleur des prairies. U est vert, c'est pas, puisque c'est la rubis, c'est la couleur paisible, c'est pas des pâturages, etc. Bon. Et O, il est violet, hein, si mes souvenirs sont exacts. Bon. Tout à fait arbitraire. Oui. Juste pour rappel, la fin du XIXe siècle a vu une foison de réflexions scientifiques là-dessus, des physiciens, des esthéticiens, pour tâcher de fonder, mais vraiment en, comment dire, plus qu'en raison, scientifiquement, la relation couleur-son. Bon, à telle couleur doit correspondre telle note, etc. Et tout ça, ça donnait des descriptions avec des fabrications quelquefois d'appareils, je crois, un orgue à fumer, je ne sais plus, enfin, il y a des, enfin bref, des colloques ont été tenus là-dessus, mais tout ça tient pas la route, hein, bien sûr, bon, c'est finalement beaucoup plus arbitraire que ça. Je crois que tout ce qu'il en reste de solide, c'est au fond cette superbe intuition de Kandinsky sur le fait que les lettres, elles ont une intériorité. Hein. Il y a un intérieur dans la lettre. Bon, et cet intérieur, il est sonore. Elle est sonore, de même que les couleurs ont un intérieur. Les couleurs, elles ont une sonorité intérieure.
Et puisqu'elles ont une sonorité, alors il doit effectivement correspondre, là aussi, mais c'est Pierre Boulez, c'est du côté de Pierre Boulez qu'il faudra chercher. Il faudra chercher donc des couleurs plus ou moins intenses qui correspondront à une forme, n'est-ce pas? Il y a des couleurs qui sont associées à des formes. Telle couleur correspond le carré. Je crois le bleu c'est la sphère, n'est-ce pas? Ah, le jaune, il faut le triangle, n'est-ce pas? Le jaune. Et donc, oui, le rouge, ça sera le carré. Ça sera vert. C'est la terre, je crois. Mais il y a cette naturalité de l'alphabet. Mais Benjamin en parle dans un passage du drame baroque, qui était l'origine du drame baroque, avec Johannes, je crois, Ritter, et qui parle des figures de Chablis, je ne sais pas comment il s'appelle, qui au XVIIIe siècle a fait prendre à la limane de fer des formes, de sorte que est germée l'idée d'un caractère naturel des lettres, qui reprend d'ailleurs des idées de la Kabbale juive, avec l'origine même du Alif, qui est la parole de Dieu, qui est une inscription naturelle. Au fond, c'est l'idée, un peu chez les Romains antiques, par cette idée d'une inscription naturelle du langage, qui n'est jamais, qui est toujours à l'état de projet ou d'utopie ou de vision fantastique ou rêvée, mais qui reste toujours à l'arrière-fond. Or, cette insertion du langage dans la peinture, que l'on retrouvera également chez Rauschenberg ou d'autres qui ont utilisé aussi, c'est un peu lié à cela. Et eux, ils s'inspirent plutôt directement de clés qui a introduit les lettres d'une façon nouvelle, comme il a introduit les signes, comme les flèches par exemple, d'une façon nouvelle, qui est à la fois métaphorique ou à la fois décorative, enfin il joue sur des tableaux divers. Mais à l'arrière-fond, il y a quand même cette idée inexprimée, mais qui réveille justement cette idée de la naturalité du langage. Comme il est très cosmique, d'ailleurs, explicitement, puisque toujours il parle du cosmos, de la création, du créateur, le déplacement du moi par le cosmique, de la ligne également, de l'expression qui n'est pas du tout une expressivité de la subjectivité, mais qui rencontre la réalité des choses. Il joue un peu avec cela. Je crois qu'il est à moitié. On ne peut jamais savoir, d'ailleurs, c'est comme si on disait le poète est-il sincère lorsqu'il écrit une phrase poétique. Il est évident qu'elle n'exprime pas quelque chose de réel au sens ordinaire du terme. Or là, la peinture aussi, il y a quelque chose, chez Picasso aussi d'ailleurs, le peintre joue toujours avec le fantastique, l'invraisemblable. Au fond, il y a toujours du surréalisme dedans, ça c'est certain, au sens herbalien du terme. Il y a toujours l'idée surréaliste. C'est merveilleux. Donc, c'est visible. C'est ça. Donc, l'arbitraire du signe, on peut oublier, quoi, complètement. Il n'y a pas d'arrêt. Oui, ils sont plus près de ce livre tout à fait fantastique de Michel Léris, Fourmi. Il a écrit des livres sur son enfance où il n'y a pas d'arbitraire a posteriori. A posteriori, il n'y a pas d'arbitraire, parce que les mots se remplissent de quelque chose. A priori, il y a toujours de l'arbitraire, puisqu'il est absolument impossible de dire que le vocable n'est pas arbitraire. Mais, Pasolini a repris cette idée d'ailleurs dans ses livres sur le cinéma, ce qui s'appelle le hérétique, ça s'appelle l'empirisme hérétique, l'empirisme hérétique, l'expérience hérétique,
et où il conteste le postulat de la rhétorique de la linguistique saussurienne. Si l'on veut, il y a un arbitraire du point de vue strictement de l'analyse logique, mais il n'y a pas d'arbitraire du point de vue de la sensibilité. Du point de vue esthétique, il n'y a jamais d'arbitraire. Ça, c'est absolument certain. Il y a toujours de l'arbitraire, mais il n'y en a jamais, parce que c'est commandé par des motivations qui sont secrètes, mais qui sont incontestablement nécessitées, par cette nécessité de Kandinsky, justement, de nécessité intérieure, et qui joue là, dans ce qui est écrit Kandinsky sur la relation entre la lettre ou la figure et la couleur. C'est un des cas de nécessité intérieure, puisque comme on le remarquait la dernière fois quand on avait parlé de cela très rapidement, il y a plusieurs formes de nécessité intérieure. Or celle-là en est une. Cette forme qui lie le jaune à la forme triangulaire, où l'on retrouve les explications rationalisantes en disant le jaune est pointu, donc il est le triangle. C'est vrai, c'est faux. La seule base là-dedans, je crois, c'est l'effet. Il y a eu des recherches psychologiques là-dessus qui ont été étudiées par Robert Frances, que tu connaissais peut-être, et qui était très rationaliste et positiviste en ce sens. Il a voulu absolument chercher quelles étaient les bases de l'arbitraire et non. La seule chose qu'il ait découvert, c'est quelque chose qui était d'ailleurs affirmé depuis belle lurette, c'est qu'effectivement le rouge a un effet d'avancement et le bleu a un effet de recul. C'est la seule chose qui soit approximativement adoptée, c'est ça, du point de vue psychologique. Mais le reste est de la fantaisie. Mais ça n'empêche que c'est... Le rouge peut être l'espace. Que c'est doué de cette nécessité esthétique incontestable également. Oui, tu disais. Oui, bien que ça puisse se renverser. En théorie, évidemment, le bleu peut donner l'impression de profondeur et le rouge d'avancer. Sans doute, mais c'est tout à fait théorique, puisque on les voit avec Pompéi, et puis de Staël, à la fin de sa vie, a fait des fonds rouges qui sont censés creuser l'espace, être en arrière-plan. Donc on peut faire sonner des bleus qui ne trouveraient pas spécialement le plan rouge, mais au contraire, en avant. Tout cela est très théorique, puisque dans l'espace du tableau, à chaque fois unique, qu'un peintre réalise, ce jeu de couleurs peut changer du tout au tout, et donc on aura des avancées produites par l'apparence d'un noir à côté qui lui-même sera, au fond, peut-être la partie la plus reculée ou la plus avancée, par rapport à un blanc, par rapport à un jaune. Enfin, on voit ça très bien chez les peintres de couleurs pures comme de Staël. Donc c'est théorique, évidemment, le bleu, à qui on attribuerait une fonction spatiale déterminée par rapport on peut le dire, en principe. Je pense également, pour ne pas l'oublier, il y a également cette réflexion fantasmagorique de Jean-Paul de l'histoire de Fibel. Oui, tout à fait extraordinaire, justement, l'homme alphabet, celui qui croit véritablement, qui applique justement cette idée de la Kabbale, selon laquelle l'alphabet est quelque chose qui est le langage de Dieu, de sorte que le alif se trouve au début ce qui recueille la voix divine. Et ensuite, toutes les autres lettres se développent. Le débat est effectivement ouvert sur le lien entre la lettre et la plastique, puisqu'effectivement ça change d'un peintre à l'autre. Il peut y avoir une sorte de dessin intérieur poétique, là, pour le coup, chez un auteur ici, très présent, où l'arbitraire disparaîtrait, puisque ça renverrait quelque chose d'intime qu'on peut recréer par nous-mêmes d'ailleurs, à mesure où, au fin de compte, aucune lettre, comme aucun élément plastique, aucune abstraction, n'échappe à un investissement affectif quelconque de spectateurs que nous sommes tous. Donc il y a des associations qui se font, qui sont en général un peu psychologisantes, un peu arbitraires. C'est-à-dire que ça serait une logique poétique personnelle intérieure qui n'est pas toujours celle de la logique du tableau. On voit bien avec d'ailleurs un homme comme Picasso, puisque là, la différence d'usage des lettres change tout au tout. Non seulement il ne fabrique pas les lettres, mais ça sert essentiellement à consolider le plan, enfin, sont des accents de composition, et ça n'est pas le centre de la composition, ni même de l'intention artistique du tableau. C'est très frappant de voir le passage d'une peinture
quand même très plastique chez Picasso. On a un espace nouveau avec des plans très affirmés, et puis un univers quand même un peu plus littéraire, Et donc dans les correspondances, chez Klee. Puisque la lettre, le poème, d'un seul coup, il y a un rébus, et on débute sur la cabale, sur le cosmique. Donc on a une étendue romantique gigantesque, qui est tout autre comme ambition, à mon sens. Ce qui s'y prête davantage, peut-être, excusez-moi, c'est l'écriture arabe, dont il ne parle pas, mais ici, il y a des éléments d'écriture. Là, par exemple, je ne sais pas où, il n'a jamais été traité, mais l'écriture arabe est faite pour la calligraphie, de toute façon, entre l'écriture arabe et le dessin, Souzy était très fort là-dessus, il faisait des dessins avec des lettres, et il faut que les lettres, et il y a dans les mosquées ou partout, on voit écrit des lettres qui font des graphies et qui sont une écriture divine au sens presque littéral du terme. Est-ce qu'il est vrai qu'on doit rendre le matériel? Non. 5 heures, on verra. Il faut rendre le matériel. Donc, il y a des quantités de choses qu'on pourrait dire qu'il faudrait absolument. Puisqu'on a ça. On va débattre après. Et c'est oui, parce que bon, puisqu'il faut là. Eh bien, reviens une fois si tu peux le faire. Et ce sera difficile. Alors, attends. Il faut mieux faire défiler les images. Allons, par exemple. Et ça aussi. Oui, bon, elle est magnifique celle-là tout de même. Voilà, donc c'est un tableau mural. Hein. Alors il appelle ça tableau mural, il n'est pas immense, hein, il a beau être en largeur. On est dans le même esprit, mais je l'avais mis parce qu'il est absolument magnifique. Et bien, on a ce type d'écriture. Avançons. Hein, avançons à la suivante. Ah, là on est déjà là. C'est dommage de louper ça. Là, juste cette idée, voilà. Eh bien, nous avons un paysage au commencement. Paysage au commencement, mais on a cette dimension, alors là, un fond, encore une fois, comme on a, je veux dire, ce fond qui est un chaos, voilà, mais on pourra dire aussi ce fond qui est un chaos, et quand on parle du commencement, il est quand même, je trouve, voilà, c'était le chaos, comment dit la Genèse dit que l'Esprit de Dieu, voilà, l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux, etc. Et on peut bien imaginer, mais oui, mais alors sur un plan, comment dire, beaucoup plus, comment dire, plus concret, on peut aussi imaginer que là, il y a un embryon, un embryon qui est là-dedans, qui essaye de rassembler ces morceaux et qui flotte dans un placenta, aussi. Voilà, voilà, mais c'était juste pour donner du poids à cette idée d'un... Voilà, il y a un monde qui commence, quoi. Un monde qui commence à partir du néant, et surtout à partir de l'idée de la planéité et de cette, comment dire, et de cette nouvelle situation qui est celle d'un continuum entre espace et durée. C'est, comme dit Richard Wagner, il faut toujours revenir à Richard Wagner dans ces cas-là, dans Parsifal, ici l'espace, ici le temps devient espace. Et donc on a effectivement ce continuum, cette comment dire, impossibilité de séparer les deux phénomènes. Mais avançons alors, puisque alors une chose, oui, bien sûr là on est tout à fait, enfin on est de nouveau. Donc dans cette magie de poisson, qui est un tableau des années 25 par là. Bon, magie de poisson. Et alors quand on pense à ça, donc Paul Klee en 25, il est en plein dans l'expérience du Bauhaus, expérience constructiviste du Bauhaus, où il est déjà un peu soupçonné et souvent en situation de polémique avec ses collègues qui eux sont vraiment des constructivistes, qui ne croient qu'à la géométrie, aux mathématiques, au fond, qui sont des esprits du matérialistes du XVIIIe siècle, plus que des marxistes du XXe d'ailleurs. Bon. Et Klee là-dedans, bien sûr, il a été embrigadé dans cette école, mais il résiste. Il résiste de mille façons. D'abord, il est musicien, il reste musicien. Et il est musicien de niveau professionnel. Je n'ai pas eu le temps de le rappeler, ça. Bon, il est donc violoniste, vraiment de très bon niveau. Tout jeune, il était souvent intégré à l'orchestre de Berne.
Et donc, et au Bauhaus, à Dessau, à Weimar, et encore à Dessau, dans la deuxième période du Bauhaus, eh bien, il organise des petits concerts et tout le monde, tout le monde va à ces concerts. Donc, voilà, situation à la fois de célébrité, de starification et de tension formidable à l'intérieur de ce Bauhaus, hein, pour Paul Klee. Bon. Et donc, pendant que tout le monde conçoit des projets, des architectures, du design, lui, il fait par exemple ceci, hein, qui est une pure féerie, donc féerie de poissons. Il y a là, bah oui, un monde de comment dire, un monde absolument magique. Bon. Cette rêverie, ben, je ne peux pas m'empêcher, moi, de penser comment dire, aux recherches du psychanalyste hongrois Ferenczi, qui parle de sentiment, du sentiment océanique, n'est-ce pas? Même Freud, à un moment donné, l'emploie. Bon. Car là, vraiment, on s'abîme, on se noie dans ce monde océanique. Mais vous, en regardant bien, oui, c'était ce tableau-là c'était ce tableau-là que j'avais essayé de refaire. Et c'était une misère, hein, une bataille d'arriver à rendre ce fond, quoi, et d'arriver à remettre les formes dessus qui puissent tenir. En même temps, ce monde, cet océan, vous pouvez remarquer qu'en filigrane, n'est-ce pas, et comme ça, en transparence, il y a aussi des formes géométriques dedans, n'est-ce pas? Il y a, on dirait qu'il y a des bâtiments, des cubes, des triangles, une horloge. Est-ce qu'il s'agit d'un clocher? Ben oui, on dirait bien qu'il y a un clocher là-dedans, quoi. Bon, donc, on s'est dit, bah oui, est-ce qu'il y a une ville là-dedans, une ville engloutie? Alors, pour le Bauhaus, figurer quelque chose comme le souvenir d'une ville engloutie, c'est une vraie provocation. Bon. Je ne peux pas m'empêcher, moi, de penser que les poissons ne sont pas là par hasard non plus. Hein. Mais c'est plutôt ça l'adorable. Voilà. Oui. Celui qui est rouge. Le gros rouge, là, c'est ça un peu l'adorable. Bon. D'abord, il y a ce monde aussi qui plaît à Paul Klee, c'est, comment dire, je suis un habitant du royaume intermédiaire. Hein, bon, que sais-je, entre ciel et terre, entre haut et bas, tout ce qu'on voudra, entre présent et avenir, bon, bref, je suis cet habitant-là, et une chose qui le fascine toujours, c'est c'est la question de la relation pesanteur-apesanteur. Et d'ailleurs, dans son travail pédagogique, dans ses cours quotidiens, il fait réfléchir ses étudiants à toutes les situations, poids contre poids, gauche-droite, enfin comme on a parlé, mouvement contre mouvement, tout. Il y a un travail sur la physique, sur la botanique chez lui qui est véritablement approfondi. Enfin, il y a un travail encyclopédique, hein, chez Paul Klee. Hein. Bon. Et donc, c'est cette réflexion sur, voilà, échapper à la pesanteur. Il y a quantité de tableaux là-dessus. Quelquefois, il se représente en funambule. Il y a une reprise du motif nietzschéen, du funambule sur sa corde, n'est-ce pas, entre ciel et terre. Et là, donc, et bien, c'est cette idée de flottaison dans un monde incertain, moitié magique. Il y a une corde là qui est tendue. Alors cette corde, oui, alors cette corde tendue aussi. Il n'y a pas de danseur. Voilà, il n'y a pas de danseur là. Mais quelquefois j'ai pensé, puisqu'il y a horloge là, bon, est-ce que ça serait le balancier d'une horloge?
Sauf que le balancier d'une horloge, il devrait être oui, en bas. je comprends. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce balancier? Alors je me suis posé la question, je me suis posé Non, cette moi, question. je pense oui, que c'est un fil, que c'est le fil, Ouais. un fil tendu, où il pourrait y avoir un bonhomme qui se... C'est ça, peut-être un bonhomme, mais c'est ça. Mais s'il y a fil tendu, Parce donc, qu'avec un bonhomme est en bas, d'ailleurs. voilà. Oui, c'est ça, mais il y a deux, bon, tu vois, il y en a un autre, hein, des petits bonhommes, regarde dans le coin, un autre qui vient nous montrer, qui vient de par l'extérieur. Ah oui, c'est ça. Mais, donc comme si vraiment on était encore au théâtre, et qu'il y en a un qui vient troubler la tête. D'ailleurs, il y a on dirait un petit bord de rideau, n'est-ce pas? Un autre là. Et donc, c'est pas exceptionnel que chez lui, il y ait comme ça des trolls, des gnomes, des personnages humoristiques qui viennent troubler la scène. Mais je me suis posé, cette horloge-là, comment dire, ce rappel de la durée. Ah, mais tu as raison. On prend de là, on s'adonne du mouvement. Voilà. Ce rappel de la durée humaine, n'est-ce pas? Bon. Mais il y a quelque chose qui est autre chose que la durée mesurée et humaine, c'est donc ce mouvement balancier. Qui, moi, me suggère un rythme qui va beaucoup plus loin que la durée mesurée humaine, hein, et qui va vers ce que tu rappelais tout à l'heure, le cosmique. Et alors, quand je le vois comme ça plonger, il y a dans son appartement et dans son atelier, il y a un aquarium. Et souvent, d'ailleurs, il invite ses élèves à méditer sur ce qui se passe, les mouvements dans cet aquarium. Il y avait le grand poisson, ça c'est bon. Ça, je sais que je n'ai vu nulle part de description de la population qu'il y avait dans l'aquarium. Mais en tout cas, cet aquarium, il passe du temps à l'observer comme il observe énormément le monde animal. On pourrait parler longtemps du chat de Poultry. Une grande affaire, le chat de Poultry, n'est-ce pas? Bon, et avec ce caractère visionnaire du chat de Poultry. Mais bon, pour l'instant, c'est les poissons. Et moi, personnellement, je dois dire que chaque fois qu'il m'est arrivé, ça ne m'arrive pas très souvent, mais un rêve de vision sous-marine et de poissons, je me réveille toujours, mais avec une sensation d'émerveillement. Mais là, au mois de décembre, quand j'essaye aussi de faire ça, comme ça m'est arrivé, je voyais aussi la dimension dangereuse de ces rêves. Parce que tout de même, aller au fond de cet océan, ça n'est pas anodin. C'est quand même une traversée, il n'y a rien à faire. Hein. Ça n'est... Des poissons. Ah oui, mais j'ai pas vu ça. Quand j'ai vu en décembre un poisson qui n'avait pas de couleur, mais qui tout à coup a piqué vers l'abîme, ça n'était pas confortable du tout. Hein. Bon, tout de même, bon. Là où j'étais absolument médusé, c'est qu'à la même époque, je lisais encore des textes de Carl Gustav Jung, et donc l'un qui avait trait avec les symboles du soi. Bon. Et donc dans ces symboles du soi, alors il y a de longs chapitres sur le symbole du poisson. Bon. Alors les poissons, toujours au fond, c'est une figure de la mort et de la renaissance, hein, de ce qui disparaît, de ce qui va renaître. Et d'ailleurs, on y retrouve le Christ là-dedans, n'est-ce pas, qui quelquefois est assimilé à un poisson aussi. Bon, il y a de là-dedans. Mais c'est par son nom. Si dans le Christ, c'est un jeu de mots sur le nom. Ah, sur le nom. Ah oui, donc. Mais le jeu de mots, mais le jeu de mots, donc, dans ce cas-là, fortifie le ictus, voilà. le Christos. Ah oui, d'accord. Carrément.
Oui, oui. Il y a un dessin au milieu. Oui, oui, oui. Mais on Dans le la spirale confie, de ça, la je crois. Fils de Dieu. C'est ça, oui, oui. Ça. Mais le confie. Bon, Donc les poissons ont été, Donc. ont été des monnaies d'échange, des signes d'échange avec les premiers chrétiens qui ont dessiné des poissons. Il y a beaucoup de poissons qui sont dessinés sur les murs, Au Japon. qui sont Exact, gravés. exact, exact. en- c'est ça, c'est ça, dans le figure, voilà. Bon, La alors, caricature du Japon. Boum. voilà. Ah, Donc, c'est beau, ça. il a voulu qu'on change qu'on change de sujet. Bon, Qu'est-ce qu'il fait mais- le canard à l'envers mais ça là va aussi. Donc, et là, effectivement, très très beau motif. Encore une fois, Ah, mais c'est pas ça, ça Ouais. c'est pas écrit. si, c'est ad marginem. Ad marginem. Bon, donc, à la marge. En rapport avec le théâtre tout à l'heure. Alors, à la marge, est-ce que ça veut dire écrit à la marge ou alors, et je vois aussi des interprètes qui disent est-ce que ça veut dire à la marge ou par la marge allons savoir. D'ailleurs, c'est aussi en partie par la On marge. dirait un oiseau qui est vu à l'envers. Oui, 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 exact. regarde. Mais ce qui veut dire que Paul Claudel, en faisant ça, oui, il a travaillé par la marge. n'est-ce pas? C'est-à-dire que Ah, il a tourné. oui, oui, il tourne autour, et donc il travaille aussi par la marge, n'est-ce Ah, pas? c'est ça. Bon, si bien que vous avez là, et le tableau est extraordinaire, hein, il est un peu plus tardif, et de 1930, il a été travaillé sur plusieurs années d'ailleurs, et là, Mais c'est très japonais d'ailleurs. Je suis pas tout seul. c'est japonais, oui, ben, bien sûr, évidemment, avec, c'est presque le drapeau, n'est-ce pas? Comment? C'est presque le drapeau. Symbole du soleil, non? Oui, oui, c'est ça. C'est presque le drapeau. Bon. C'est pas tout à fait Seulement, je vais te dire, chez Paul Klee, tu ne sais jamais si cet astre c'est le soleil ou c'est la lune. Hein. Ça peut être l'un comme l'autre, hein, ce type d'éclairage. Bon. Ici, c'est C'est le soleil, ouais. C'est le soleil, ouais. Mais Non. alors, bon. La lune. Alors ici, Alors c'est Mars. très bien. Ouais, peut-être. Il y a Il y a trois regardez lettres ce jeu de force très curieux. R-U-L. Rune. R-U-L. Oui, oui, ça, oui, vous trouvez. Ah oui, ça, on trouverait de l'alphabet. Le R, vous l'avez vu où, le R? À gauche. Là. Ah, mais oui, Là où il y a ça, ça. oui, je l'avais perdu. Le U au milieu, et puis le L là-haut, il me semble que Voilà, et le là. L est à droite, là. Voilà, c'est ça. Bon. De nouveau, dans des formes qui sont à moitié géométriques, à moitié biologiques. Il y a plein de dieux. Donc, voilà, un opéra fantastique là-dedans. Mais effectivement, si l'on voulait toujours admirer la puissance des fonds, regardez le travail. On dirait qu'il est sorti d'un atelier d'un peintre du 15e ou 16e siècle, tellement ce fond semble avoir été Et tracé. comment c'est fait, c'est peint à quoi ça? Je crois, C'est de l'aquarelle. je ne sais plus si c'est de l'aquarelle. Oui, ça semble être plutôt aquarelle qu'huile. quand même. Tu ne peux pas l'agrandir. Mais il peut y avoir, Non, là-haut, vous verrez un fil d'ailleurs aussi. c'est sur du bois. Voilà. On dirait du bois. Oui, c'est du bois. Oui, Non, pas spécialement, parce que les bords ne font pas. Ah oui, t'as raison. Ça fait C'est tissu. serré. Ouais, ça fait- C'est serré, c'est bien du bois. Non, Quand on regarde le bord. ça- le bord, ça fait penser à. D'ailleurs, il a pas sur la Ah non, jute c'est une aussi, étoffe. sur la toile de Oui, jute. Ouais, c'est la toile de c'est jute. de jute. Ouais, il y en a plus. Tout à fait. Oui, la toile, alors est-ce qu'elle est sur du bois après? Ça, je ne sais plus. Oui. Mais de toute façon, c'est. Oui, il y a une toile. Ah, il y a un V là. Il y a- Un quoi La lettre B, c'est ça? Ah oui, oui. Alors oui, on peut d'ailleurs, on peut en discuter.
Ça peut être un V, ça peut être un B. Ah, mais ça peut être à l'envers. Oui, ça peut être une lettre à moitié inventée, parce c'est une lettre hybride, hein, moi je dirais. Tu vois, juste au-dessus de l'oiseau. Voilà. Mets le pointeur. Voilà. Ah, tu crois? Ah oui, c'est un G. Et c'est bien nu. C'est un nu. C'est une lettre en V. Mais maintenant, puisqu'on parlait tout à l'heure d'écriture, comment dire, l'oiseau lui-même n'est pas loin d'être une calligraphie arabe ou égyptienne. Bon. Et donc moi je l'avais choisi beaucoup pour évoquer cette tension opérée par le fond. Est-ce que cet astre, comment dire, est-ce qu'il veut, comment dire, rassembler ce qui est à la marge, ou est-ce qu'au contraire il veut repousser vers les marges? On a ce sentiment de, comment dire, de mouvement contradictoire que le tableau donc, et donc restera sur ce ad marginem aussi là cette chose indécidable entre est-ce que c'est à la marge ou par la marge que tout cela est travaillé. Avançons un peu pour qu'on ait vu un peu. Petite question, est-ce qu'il s'agit là parce que je ne sais plus quel est le peintre qui fait ça beaucoup, est-ce qu'il s'agit là d'une palette de peinture, de peintre en bas, ou pas du tout? Oui, un peu plus sur la gauche. Là. Oui, plus sur la gauche. Oui, voilà. oui, ça se pourrait. Oui, ça a été fait. Oh, ça a été fait. Ça fait cher. Oui, ça a été fait par plus Ouais, je ne sais pas, c'est le... Oui, c'est possible. Non, mais... C'est quel peintre qui a beaucoup peint les... Oh, il y a plein de monde. Les palettes, là, il y a pas longtemps, j'ai vu ça. Ah, le U, en haut, ça fait U ici, et le V en haut. Mais c'est... Non, mais c'est vrai qu'il faut en rester à cette idée que chez Klee, l'organique... Oui, mais c'est secondaire. Le gars qui est on avance. Avançons. L'exposition qu'il y avait à Louvre. Oui, voilà. Le gars cubain. C'est la même époque encore. Voilà, ou par exemple ça. Voilà. Voilà. C'est ce c'est ça. Est-ce que c'est que faste? Est-ce que c'est faste? Bon, pas savoir. Mais moi, plus d'une fois, il m'a semblé que des lettres sont là, comment dire, un peu, il faut penser, en attente de trouver leur signification. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, le titre... C'est des bateaux. Voilà. Alors, il y a bateau, il y a quai, il y a rose, et ça s'appelle d'ailleurs le port à la rose. Et la rose, le port à la rose. Rosenhafen, c'est écrit d'ailleurs en bas. Bon. Et alors, effectivement, c'est à la fois une fleur, mais c'est aussi une note de musique sur une portée. Bon, c'est sur une portion de portée. Voilà, c'est en même temps une portée. Voilà. Et cette rose, alors on peut dire, ben oui, c'est une ronde sur une portée. Voilà. Et puis cette ronde, elle est bien centrale. Mais en même temps qu'elle est ronde, vous avez remarqué qu'elle est en forme de spirale. Il y a des notes au sens propre du terme. Il y a d'ailleurs, oui, là-haut. Voilà. Mais bien sûr, il y a plein de petites notes qui flottent. Voilà, effectivement. Alors ce sont des petits bateaux où elles sont... En même temps, ce sont des encres. Ce sont des encres suspendues. Voilà, elles ont l'air suspendues. Parce que, et puis, regardez, les portées musicales, quelquefois, eh bien, ce sont des vagues, n'est-ce pas, puisque, voilà, bon. Là-dedans, des enfants jouent aussi. C'est la chanson dans les petits bateaux qui vont sur l'eau. Les gens, mais non, mon beau bêta, ils n'en avaient pas, ils ne marcheraient pas. Sur la portée, tu vois bien. Oui, bien sûr, oui, les petits bateaux, effectivement, c'est les wagons, les petits bateaux, bien sûr. Bon. Et ce port à la rose, bien sûr, les roses l'évoquent aussi. On avance.